Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire présenté par Vivre en Ville qui nous invite aujourd'hui à découvrir la diversité des gestes citoyens pour transformer les systèmes alimentaires. Merci de vous joindre à nous ce midi. Nous sommes ensemble pendant la prochaine heure et demie, incluant la période de questions. Mon nom, c'est Pavel. Je suis conseiller à Vivre en Ville en système alimentaire de proximité. C'est moi qui va être votre hôte aujourd'hui. Je débute avec quelques consignes. On est en mode webinaire, donc Zoom garde votre caméra et vos micros fermés tout au long. Vous nous voyez, mais on ne vous voit pas. On vous invite donc à nous faire part de vos commentaires, vos suggestions et vos salutations via l'outil de discussion de Zoom. Pour accéder à cet outil, il suffit de survoler le bas de votre écran, de votre fenêtre Zoom et de choisir Converser ou dialoguer. On va partager vos questions aux panélistes lors de la période d'échange avec le public et certains liens complémentaires à la discussion vont aussi être partagés dans le chat. Gardez un œil dessus. Pour tout problème technique lié à la plateforme, vous pouvez écrire un courriel à événements au singulier sans accent @vivreenville.org. Cette adresse-là aussi sera collée là, dans le chat. Et puis, ce webinaire, il est enregistré et sera publié sous peu sur notre plateforme Carrefour et notre centre de ressources. N'oubliez pas de sauvegarder cette page-là aussi pour vos raccourcis. Ce webinaire aujourd'hui, il est présenté dans le cadre du projet Nourrir tous les milieux grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Et nous remercions également très chaleureusement Hydro-Québec qui est partenaire de notre programmation annuelle à Vivre en Ville. Pour le webinaire d'aujourd'hui, nous avons au programme 4 invités, Jessica Lavergne, Nathalie Laplante, Christelle Fournier et Jean-Claude Moubarak, qui vont nous faire part de leurs réflexions sur la diversité des gestes citoyens pour transformer les systèmes alimentaires. Mais avant de les introduire un à un, les constats et les apprentissages présentés aujourd'hui émergent de l'accompagnement par Vivre en Ville d'un tas de collectivités et d'organisations depuis 2018 en alimentation, entre autres dans le cadre du projet Nourrir tous les milieux. Donc, dans ce contexte, nul n'est mieux placé pour un partage que Chantal de Montigny, qui est notre directrice de système alimentaire de proximité, à laquelle je donne la parole pour nous introduire le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On t'écoute. Merci, Pavel. Bonjour à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui présents parce qu'on désire soutenir un changement. Alors, bienvenue parmi nous. Probablement même que plusieurs parmi nous sont déjà engagés dans une transition des systèmes alimentaires ou une démarche alimentaire ou une démarche nourricière de proximité, comme professionnels, comme élus, membres d'une association, d'un organisme, mais également comme citoyens et citoyennes. Cet engagement citoyen, en fait, traduit généralement notre adhésion à une vision collective qui est commune, qui intègre un ensemble de considérations qui sont au-delà des valeurs purement économiques. On parle de plus d'autonomie alimentaire au Québec, de durabilité, de résilience ou d'équité en alimentation. Ce qu'on rencontre souvent, c'est des intérêts au niveau de la sécurité alimentaire. C'est au cœur de l'engagement des gens au Québec. Puis ça nous parle de l'accès à tous et à toutes à une saine alimentation, tout en préservant les ressources naturelles et culturelles. C'est pourquoi on parle de plus en plus d'une seule santé. Cet engagement-là amène à communiquer ces valeurs à travers nos gestes, mais on se demande souvent, bon, quelles sont les actions les plus utiles, les plus nécessaires, qui sont à notre portée comme citoyens? On s'est penché sur la question, ce qui m'amène à vous parler brièvement du but du webinaire. Dans un premier temps, on veut partager des pratiques inspirantes qu'on a vues et qu'on voit un peu partout au Québec. Puis on veut informer, conscientiser sur les différentes formes de contribution qui s'offrent à nous comme citoyens. On a des compétences, des savoirs, des intérêts, des énergies qui peuvent être mis à contribution. Donc, on veut en parler. Et il y a différents rôles qu'on peut jouer, y compris des rôles de leadership, des rôles sociaux au sein de nos communautés, puis de gouvernance locale en alimentation. C'est sûr qu'on ne doit pas oublier aussi notre mode de consommation comme mangeurs et mangeuses.
Vous devinez déjà qu'il y a différentes possibilités d'engagement citoyen, puis ça, c'est à différentes échelles d'action. Alors, lorsqu'on pense au système alimentaire et aux démarches nourricières, on pense aussitôt à de nombreuses parties prenantes. Beaucoup de monde qu'on a à convier, de la fourche à la fourchette, des gens en production, en transformation, en distribution, en consommation aussi, mais également des gens qui sont impliqués en économie circulaire, en éducation, en recherche, en gouvernance, etc. En tant que mangeur et mangeuse, on peut parfois, puis je le ressens également, se sentir loin des décisions qui affectent directement notre alimentation. On peut se sentir impuissant dans nos choix, découragé, même cynique, parfois amer, face aux enjeux du système alimentaire que l'on vit. Il nous invite à ce moment-ci à prendre conscience que tout ne repose pas sur nos épaules de citoyens et citoyennes, et à prendre garde à ne pas se surresponsabiliser. Donc, on est conscient qu'il y a différents freins qui existent pour l'engagement. Bon, ne serait-ce que le temps, le prix des aliments, les sentiments d'impuissance, etc. Toutefois, le message que j'aimerais vous livrer aujourd'hui, c'est que on peut faire ce qui est à notre portée, apporter une énergie supplémentaire vers le changement désiré. Et comme vous allez le constater avec nos invités un peu plus tard, heu, ça compte plus que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, on peut aller au-delà du rôle de consommateur. C'est le premier rôle qui nous vient en tête très souvent, mais soutenir des mouvements qui transforment les normes, et les milieux de vie dans lesquels on est, heu, pour rendre plus facile et naturel les gestes nouveaux. Donc ça peut aider, toute la communauté à aller de l'avant. Donc, les gestes nouveaux, c'est cuisiner, diminuer le gaspillage, composter, acheter plus de produits des producteurs locaux, participer aux consultations. Donc, chacun de ces gestes-là peut prendre différentes formes, mais chacun compte. Donc, pour résumer le tout, quelles sont ces options qui s'offrent à nous comme citoyens et citoyennes? On veut vous présenter ici 3 dimensions ou formes de contribution qui sont illustrées à droite sur le schéma. Premièrement, euh, on peut contribuer collectivement dans sa communauté à diverses opérations sur le terrain directement, produisant, transformant, etc. L'idée ici qu'on va voir, c'est qu'on renoue aussi beaucoup avec le caractère social d'alimentation. On met à profit nos expériences, nos savoirs, nos ressources. On crée des espaces d'échange puis d'expérimentation. On crée des connaissances, des compétences aussi. On rapproche les mangeurs, en fait, et les mangeuses des aliments. Donc, on nourrit peu à peu notre pouvoir sur notre assiette. Par exemple, qu'est-ce qui va être produit, qu'est-ce qui va être récupéré et comment. Donc, ça, c'est le premier élément. Ensuite, la seconde option qui s'offre à nous, c'est soutenir la prise de décision et les capacités, donc les capacités d'agir de la collectivité. Puis ici, on va mettre à profit notre présence, notre temps, notre ressource, diverses ressources pour façonner nos environnements, les amener ailleurs. Donc, on peut interagir au niveau des politiques, des planifications, etc. On le verra un peu plus tard aussi. Donc, le troisième point, donc on a 3 points à retenir. Le troisième, c'est agir sur notre demande et ça, c'est par nos choix alimentaires individuels, que ce soit par nos achats, nos productions personnelles ou notre façon de gérer les aliments. Ce qu'on réalise ici, c'est que nos choix alimentaires, ça représente, un acte économique et aussi politique. Donc, avant de passer à nos invités, pour mettre la table puis concrétiser un peu plus ces 3 rôles, je vous présente rapidement un top 5 d'actions pour chacune de ces options-là. Donc, agir aux opérations sur le terrain, ça se traduit souvent par, comme je disais, produire, récolter collectivement, cuisiner collectivement en saison de récolte, redistribuer et transporter des aliments récupérés, partager des compétences techniques, par exemple le jardinage, la transformation, puis utiliser ses capacités même de leadership, de mobilisation, puis d'organisation pour la mise en œuvre des projets collectifs. Donc, c'est pas rien. Ensuite, pour l'autre point qui est agir en soutien, ça va se traduire plutôt par apporter son point de vue lorsqu'il y a des consultations publiques pour les politiques, les planifications, les démarches, la réglementation.
Ça va être aussi partager ses préoccupations, ses idées lorsqu'il y a des enquêtes puis des projets de recherche. Ça va être même siéger au sein de comités de conseils d'administration aussi pour réfléchir à des solutions, puis émettre des recommandations pour les démarches nourricières locales. Puis aussi, certains pourront être même porte-parole de toutes les préoccupations puis de la vision des citoyens qui concernent le système alimentaire de proximité. Je pense par exemple aux élus. Et aussi, naturellement, participer aux élections, voter ou présenter sa candidature. Ensuite, la troisième option, agir sur la demande, ben, dans le fond, il y a des éléments, puis on vous en donne un top 5 pour faciliter la mémorisation. On peut choisir des aliments locaux et de saison, ça fait une différence. On peut choisir des aliments peu ou pas transformés, puis cuisiner à la maison, puis en utilisant le plus possible l'ensemble de l'aliment. Choisir plus de protéines végétales à la base de la chaîne alimentaire aussi et choisir des aliments moins emballés, choisir des aliments déclassés, dits moches ou en surplus pour diminuer le gaspillage alimentaire. Donc, je dis ça rapidement, c'est juste pour placer le tout. Mais ce qu'on voit, c'est que vu sous cet angle, peu à peu, on peut percevoir que notre assiette devient tranquillement un projet de société et que le geste citoyen c'est en fait un lien vers des millions d'autres personnes. Ça a un impact, ce qu'on fait. Donc, on est beaucoup à agir. Nos milieux de vie sont peu à peu transformés, de même que la norme sociale, notre santé, puis celle de la planète. Donc, on peut être à ce moment-là plus en cohérence avec nos valeurs, puis on commence à parler de reprise de pouvoir sur son assiette. Donc, là-dessus, c'était pour mettre la table. Je sais que je suis allée vite, mais ça va vous permettre de mieux placer toute la suite. Donc, je laisse maintenant la place à nos invités qui vont nous raconter dans leur quotidien, ils sont témoins de quoi en termes de gestes citoyens. Merci beaucoup Chantal pour cette mise en contexte. C'est maintenant le temps donc de nous tourner vers les invités qu'on a réunis aujourd'hui, à commencer par Jessica Laverne, avec laquelle on va prendre connaissance du glanage, une pratique avec des adeptes partout dans la province qui permet justement de renouer avec le caractère social de l'alimentation tout en ayant des bénéfices environnementaux majeurs. Native de Mauricie et passionnée de l'humain et de la nature, Jessica coordonne le projet régional Cultive le partage, qui est le mouvement créé par le regroupement des initiatives de glanage en Mauricie. Son parcours en biologie et en environnement et ses valeurs de, j'adore ça, euh, faire mieux ensemble, l'ont vraiment positionné à relever le défi de pérenniser ce projet structurant en matière d'alimentation et de développement durable. Alors, Jessica, bienvenue. La parole est à toi pour lancer la discussion. Si on veut lancer une initiative de glanage dans sa municipalité, comment est-ce qu'on s'y prend? Par où est-ce qu'on commence? Merci beaucoup, Pavel, puis merci à toute l'équipe de Vivre en Ville aussi de m'avoir invité comme panéliste à cette merveilleuse rencontre où on fait partie du vent de changement. Pour répondre à ta question plus spécifiquement, je pense que ma présentation va nous amener un peu plus vers la fin à comment, comme citoyen, justement, on peut démarrer ça. Mais avant toute chose, il faut que je le définisse. Donc, je vous partage ici ma présentation. D'abord, j'aimerais avant de définir le glanage, qu'est-ce que ça comporte, je veux vous présenter en quoi moi, j'en suis venue à être coordonnatrice de ce projet-là. Moi, je viens d'un milieu rural, puis mon père était épicier et ma mère venait d'une ferme agricole. Donc, j'ai quand même été exposée assez rapidement à la réalité, à la dure réalité de ces deux systèmes alimentaires-là, la précarité aussi. Dès que j'étais jeune, j'étais toujours en forêt, j'étais toujours dans la nature, puis mes cours préférés étaient la biologie, fait que j'ai étudié là-dedans. J'ai fait une carrière en conformité
toujours dans l'espoir de changer le monde, hein, comme on dit. Puis, à un moment donné, ça a comme un peu perdu son sens. J'ai pris une pause, puis je me suis mis à faire du bénévolat dans une ferme maraîchère dans mon village en 2019. Et là, j'ai vraiment pris connaissance là, de la précarité de ceux qui nous nourrissent, hein. La personne chez qui je faisais le bénévolat travaillait de 90 heures semaine à pas se dégager beaucoup de salaire. Ça m'a énormément touchée. Puis est arrivée l'opportunité du projet Cultive le partage, qui était, comme le dit Pavel, le regroupement des initiatives en Mauricie de glanage. Donc, euh, allons-y avec c'est quoi le glanage et comment on peut s'impliquer aussi au travers d'autres activités, puis les ressources qui pourraient vous intéresser pour en savoir un peu plus. Donc, le glanage, essentiellement, c'est de valoriser les surplus agricoles des producteurs maraîchers, mais aussi des citoyens qui possèdent des arbres fruitiers ou des institutions qui ont des terrains vacants puis qui seraient prêtes à mettre à disposition ces espaces-là pour aller récolter. Puis, on n'a rien inventé, là. C'est quelque chose qui se pratiquait il y a des siècles. Les producteurs de l'époque ouvraient leurs champs à la communauté pour justement nourrir ceux qui étaient moins en moyen de se permettre d'acheter des fruits et légumes. Donc, comment ça fonctionne ici au Québec? C'est qu'il y a un citoyen ou un producteur qui appelle nos chargés de projet, avise d'un surplus alimentaire, et puis nous, on organise, on sollicite des bénévoles, des citoyens, pour aller cueillir ce qui est en surplus dans les champs ou dans les vergers. Et puis, un coup que la récolte est terminée, on divise en 3 parts. Une part va aux cueilleurs bénévoles, une part va aux producteurs, puis une part va à des organismes bénéficiaires qu'on appelle, mais qui peuvent être de tout horizon. Je vais les définir un peu plus loin. Bien souvent, le producteur, il a les mêmes valeurs que ceux qui y participent et ceux qui y organisent, c'est-à-dire le partage, puis il nous redonne sa part parce que bien souvent, ils ont fait leurs frais, comme on dit, dans leur panier ou ce qui reste est peut-être moins intéressant à la vente. Donc, les objectifs du glanage, c'est de valoriser les surplus alimentaires, faciliter l'accès à une saine alimentation aux personnes en difficulté. On est très inclusif, on aime la mixité sociale, puis en divisant la part, en redonnant la part aux organismes bénéficiaires, on permet à des personnes en situation de vulnérabilité d'avoir accès à des fruits et légumes plus frais. Puis on sait que dans la situation actuelle, le panier d'épicerie monte cher, puis nous, en faisant cette action-là, on réduit la pression budgétaire des organismes à acheter davantage de fruits et légumes. Et évidemment, là, cette action-là permet aussi de sensibiliser le citoyen à une alimentation locale et éco-responsable. On fournit des recettes, des trucs anti-gaspi. C'est infini ce qu'on peut offrir comme littératie alimentaire. Alors, vous êtes citoyen, vous êtes dans une organisation. Qui peut participer à ces activités-là? Ben, les cueilleurs, c'est tout le monde. Des personnes à la retraite, des mères en congé ou des pères en congé de paternité, retraités, étudiants, des personnes qui ont du temps, parce que souvent, c'est des activités qui ont lieu la semaine, parce que quand on redonne à des organismes bénéficiaires, ils ne sont pas ouverts la fin de semaine. Fait que la majorité du temps, c'est la semaine. Fait que c'est des personnes qui ont des disponibilités ou qui peuvent prendre des congés durant la semaine. Les donateurs, ben, comme je le disais, les producteurs de maraîchers principalement, mais aussi des citoyens d'arbres fruitiers. Ça, on en a de plus en plus. Puis quand on commence à faire le tour de nos quartiers, on s'aperçoit qu'il y a bien des fruits et légumes qui restent dans les arbres parce que les propriétaires n'ont pas le temps nécessairement d'aller les chercher. Les organismes, ben, c'est autant les cuisines communautaires, les frigos de partage, des banques alimentaires comme les moissons, les comptoirs, les services de garde, les camps de jour. Le glanage, là, c'est vraiment un mouvement qui s'inscrit partout au Québec. Moi, je suis autre responsable du mouvement régional. Je suis aussi co-animatrice et je fais partie du comité de coordination du grand mouvement au Québec. On appelle ça une communauté de pratique. Puis, on est allé sonder les initiatives, puis on a plus de 30 qui sont inscrits dans notre mouvement. On a une carte qui va être disponible. Pavel va pouvoir vous transférer le lien. Donc, si déjà ça vous anime, ce genre d'activité-là, sachez que vous pouvez aller vous référer dans votre secteur. Ah, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est mis sur pied que je pourrais contacter? Donc, puis, la communauté de pratique, dans le fond, ça l'a vu le jour en 2020.
Les initiatives se sont rencontrées en virtuel, évidemment, on était en situation de pandémie, puis ils ont vu la nécessité d'échanger les bonnes pratiques pour se soutenir puis accélérer la mise en œuvre de l'initiative. Puis depuis ce temps, on se rencontre mensuellement pour se partager les bons coups, mais aussi faire de la représentation un peu partout pour faire connaître ça à la population. On a des petites statistiques ici. Vous voyez à la gauche de l'écran le bilan 2023. On est allé sonder nos membres sur 21 initiatives qui ont été échantillonnées, on peut dire ça comme ça. On a quand même des chiffres vraiment intéressants. On a offert près de 500 activités totales sur le territoire du Québec. Ça représente plus de 11 000 heures de bénévolat. Au niveau des participations, on est à... Là, ici, on s'entend qu'il y a plusieurs... un individu peut participer plusieurs fois, mais on est à plus de 6 000 nombre de participations pour tout le Québec. Et regardez le nombre de kilos qu'on sauve justement dans les champs ou sur les propriétés privées, c'est assez énorme. Juste pour vous dire, en Mauricie, nous, on est très conscient qu'il faut parfois chiffrer ça. On est dans un mouvement qui est très humain, mais comme on peut poursuivre nos activités principalement grâce aux subventions gouvernementales, il faut quand même démontrer qu'on allège la pression budgétaire des organismes. Il faut démontrer les impacts qu'on a au niveau socio et économique. Les valeurs des denrées qu'on a récoltées en Mauricie en 2023, ça se chiffre à 150 000 $. C'est assez impressionnant. Puis là-dessus, on en a redistribué près de 90 000 aux organismes bénéficiaires. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai été très étonnée de la compilation. Puis encore là, est-ce que c'est sous-estimé parce qu'on s'est appuyé sur les coûts de l'autocueillette ou du prix au kiosque du maraîcher? Puis on s'entend que, comme je vous le disais en d'entrée de jeu, les maraîchers, ils se dégagent rarement un salaire. Fait que là, on peut parler d'équité. Fait que pour nous, en tout cas, c'est assez impressionnant. Oups, pardon. Alors, je veux aller avec des témoignages des personnes qui participent. Là. Dans le fond, il y a plein d'impacts au niveau socio-économique. Chantal l'a dit aussi. Dans le fond, que ce soit pour découvrir des nouveaux fruits et légumes, la cueillette de fleurs d'ail, c'est de plus en plus populaire et ça leur permet de rencontrer des gens, ça leur permet de cuisiner quelque chose qu'autrement, ils n'auraient pas pris à l'épicerie. C'est très valorisant parce que tu contribues à faire connaître ton producteur local parce que tu en parles, puis tu invites des gens, puis tout ça. Tu permets de découvrir ton territoire, fait qu'on est dans l'agrotourisme aussi. Puis évidemment, ça sauve des fruits et légumes du gaspillage, là. On s'entend que dans une écologie, ça peut retourner au sol, mais pour qu'est-ce qui est déjà cueilli, on les met en valeur. Il y a des gens qui ont faim, on a de la bouffe sur le territoire, fait que ça nous permet de mettre ça en commun. Puis évidemment, on fait des économies pour l'épicerie. Dans les autres types d'implications, je vais passer vite parce que je crois que j'arrive à mon 10 minutes. Vous pouvez choisir comme citoyen de planter un plan ou un rang solidaire, puis d'aller de le proposer à un organisme communautaire ou de le proposer dans un réseau social, un réseau social que vous avez dans votre municipalité. Vous pouvez aller porter aussi vos surplus à des frigos de partage. Ça, je vais vous laisser un lien. Il y en a partout aussi au Québec. Ça permet justement de sauver soit des plats cuisinés ou des fruits et légumes frais que vous partagez à la communauté. Vous pouvez participer à des cuisines collectives. Nous, on le fait dans le cadre de nos activités parce que des fois, nos surplus, c'est pas tous les récepteurs qui sont en mesure d'utiliser les fruits et légumes frais maintenant. Fait qu'on fait des activités de transformation. Fait que c'est de vous informer pour cuisiner puis en apprendre plus sur les fruits et légumes de votre communauté. Et aussi, quand il y a des producteurs qui font un appel à des corvées, bien évidemment, ça soutient les agriculteurs qui sont souvent en situation de précarité. Ça brise l'isolement pour eux, puis pour des gens aussi, monsieur, madame, tout le monde. Alors, dans les références, pour compléter, on a fait cette présentation-là pour la communauté de pratique. On a fait un webinaire puis une présentation que Pavel va pouvoir vous envoyer. Puis, pour la communauté de pratique, si vous désirez justement démarrer ça, on peut vous outiller. On a un guide de démarrage et on vous rencontre en individuel avant de vous intégrer dans les rencontres mensuelles pour vous expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à disposition comme outil. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute.
Wow! Merci vraiment beaucoup, Jessica, pour cet aperçu du glanage et de son impact, vraiment, et témoigner de l'effort sur le terrain, mais aussi de l'engagement soutenu des citoyens, citoyennes comme toi, qui permettent le développement du glanage au Québec et aussi le rayonnement de ses connaissances dans la province. Ma sœur étant maraîchère bio, le glanage me touche vraiment profondément aussi. Donc, merci, bravo aussi pour tous ces chiffres. Ils sont vraiment très impressionnants et ça, c'est juste en Mauricie. Ma collègue Adélaïde vous a partagé un tas de ressources dans l'outil discussion. Donc, vous pouvez aller explorer ça à votre guise. On va ensuite passer à explorer un peu davantage le côté social de l'alimentation avec notre prochaine invitée, Nathalie Laplante, qui nous parlera de la communauté nourricière de Saint-Adolphe d'Howard. Nathalie, elle est fondatrice et consultante principale de l'Assiette turquoise, dont la mission, c'est de faciliter la création de systèmes alimentaires plus durables, coopératifs et justes. Elle offre des services en planification stratégique, en consultation citoyenne, en mobilisation, gestion de projet, de projets collectifs nourriciers. Et entre autres, elle joue justement le rôle de chargée de projet à Saint-Adolphe-d'Howard. Donc, Nathalie, ça va être à toi. Raconte-nous, dans cette communauté, comment est-ce que l'action citoyenne a participé à l'émergence et au développement de cette communauté nourricière? Merci beaucoup, Pavel. Je vais partager mon écran à l'instant. Donc, en fait, je suis vraiment contente d'être avec vous tous et toutes aujourd'hui. Merci pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. Je suis ici pour vous parler de mon rôle en tant que chargée de projet, comme tu l'as dit, Pavel, dans la communauté de Saint-Adolphe d'Howard dans les Laurentides. En fait, euh, Donc, Saint-Adolphe d'Howard est situé dans les Laurentides, dans la MRC des Pays d'en haut. Ils sont une grande communauté où beaucoup de gens vont pour passer du temps en nature. C'est un territoire montagneux, plein de forêts, des lacs. C'est vraiment magnifique comme endroit. Et c'est un peu reculé. Donc, autrefois, il y avait des fermes sur le territoire. Aujourd'hui, il y en a plus vraiment, mais les gens se réapproprient peu à peu l'idée de pouvoir produire des aliments, de jardiner chez eux à Saint-Adolphe. Il y a une petite épicerie et un dépanneur dans le noyau villageois. Donc, c'est un endroit qu'on peut qualifier de désert alimentaire dû au fait qu'il y a très peu d'aliments frais qui sont facilement accessibles à l'année. Donc, l'histoire de la communauté nourricière a vraiment commencé avec une personne. J'avais vraiment le goût de vous raconter l'histoire des débuts de cette communauté nourricière-là. C'est vraiment là où je vais me concentrer aujourd'hui. Donc, une personne qui aurait pu être vous, moi, n'importe qui, vraiment s'intéressait à l'autonomie alimentaire. C'était en 2019. Elle faisait des recherches ici et là sur ses temps libres. Elle était inspirée par différentes initiatives. Et puis, un beau jour, elle a décidé de mettre sur papier son idée. Et là, on peut dire que c'est vraiment un peu la bougie d'allumage, c'est-à-dire qu'elle a mis un peu l'étincelle qui a fait démarrer tout le projet en mettant son idée sur papier. Donc, c'est vraiment une action qu'elle a fait individuellement, de façon spontanée, juste pour comme sortir ce qu'elle avait dans la tête. Par la suite, elle a décidé de partager cette idée-là avec des personnes autour d'elle, des amis, des voisins. Puis là, la Chambre de commerce s'intéresse à son idée et trouve ça absolument génial. Ça fait son petit chemin dans le village, ça fait écho chez d'autres personnes, puis il y a vraiment un groupe citoyen qui est né et qui a décidé, mais en fait, on ne veut pas que ce soit une entreprise économique ordinaire comme les autres, on aimerait vraiment que ça prenne la forme d'une coopérative. Donc, en 2020, la coopérative des Jardins Nourricimes est fondée. Et là, on est vraiment dans, dans le contexte, si vous vous souvenez, ça fait pas très longtemps, de la pandémie qui démarre en même temps que la coop. Donc, c'était vraiment assez particulier et c'est vraiment venu valider très rapidement ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire vraiment travailler à l'autonomie alimentaire de cette communauté-là.
Donc, par la suite, l'idée a vraiment, donc le feu a pris, si on veut, et là, le party a pogné. Les gens ont commencé à souffler sur ce feu-là, si on peut dire. Puis, en 2021, donc 1 an plus tard, l'idée est vraiment apportée à la municipalité, donc par les citoyens à la municipalité, de créer une communauté nourricière. Les démarches se déploient, si on veut, de fil en aiguille. On dépose une demande au MAPAC, ils l'obtiennent. Donc là, vraiment, au niveau du comité porteur, on concrétise, on structure un peu la gouvernance. Ils ont fait un portrait et c'est là où moi, je suis arrivée un peu dans le projet. Donc, en 2022, il y avait besoin d'aide pour la consultation citoyenne. Donc, c'est là où j'ai eu le plaisir de rencontrer tous ces gens-là pour la première fois. Puis, on a vraiment commencé à réfléchir sur ces idées plus globales, si on veut, où là, le groupe existait vraiment de façon à embrasser cette idée du nous, cette idée de considérer les besoins fondamentaux de toutes les personnes qui habitent à Saint-Adolphe. Et aussi, c'est là où on constate vraiment les éléments externes qui ont commencé à avoir un impact sur le projet. Entre autres par rapport à, oui, on démarre avec une fierté du territoire, avec cette idée où on veut créer un sentiment d'appartenance, mais comme je vous ai dit tantôt rapidement, la pandémie vraiment vient impacter assez gravement. Il y a aussi eu en 2022 un derecho qui sont des vents très violents et une tornade qui a vraiment atterri à Saint-Adolphe et qui a eu un impact absolument dévastateur pour les forêts de cette communauté-là. Et ça a vraiment eu un effet de rebond pour la communauté. Puis là, c'était vraiment devenu clair que dans tous ces éléments externes qui font que, bon, des fois, on se sent justement, comme Chantal l'a dit au début, impuissant, puis on ne sait pas trop, c'est difficile dans certains moments de crise comme ça, mais ça peut vraiment avoir l'effet rebond de souder davantage et de venir valider puis mettre en évidence, en fait, les grands besoins auxquels on a besoin de travailler dès maintenant. Donc, cette idée-là de produire en culture biologique sur le territoire malgré tous les freins qui pourraient comme les décourager, ne les décourage pas. Donc, c'est vraiment beau à voir, vraiment inspirant de mon point de vue. Donc, pour venir apporter un petit peu de théorie, moi, j'ai suivi un cours cet hiver en éducation relative à l'environnement et éco-citoyenneté à l'UQAM. Donc, je vous partage un peu une partie du travail de Lucie Sauvé, qui est un peu la mère fondatrice de ce mouvement-là d'éducation relative à l'environnement au Québec. Donc, c'est cette idée où on existe en tant que personne, citoyen, citoyenne, au je. On peut parler au je de façon quotidienne, hein, on n'y pense pas, mais c'est le rôle premier qu'on joue. Dès qu'on entre en relation avec les autres, comme la citoyenne Mylène l'a fait, puis qu'on partage nos idées avec, que ce soit notre famille, nos amis, nos voisins, notre conseiller municipal, on entre dans une autre sphère avec les autres personnes. Puis, par la suite, quand on se structure, puis il y a une gouvernance qui vient chapeauter tout ça, puis on se tourne vers les besoins fondamentaux des autres de façon solidaire, on interagit dans notre environnement global. Puis c'est vraiment là où les changements viennent comme faire boule de neige, si on veut. Finalement, donc je voulais un peu classer les sphères d'action concrètes dont j'ai mentionné un peu comme le fait Chantal au début de la présentation. Donc, moi, je les classe justement selon ces sphères-là. Donc, quand on est au jeu, il y a vraiment des choses très ponctuelles, accessibles qu'on peut faire. Écrire notre idée, en jaser avec des gens, que ce soit des gens qui ont un certain pouvoir au conseil municipal ou dans une institution à l'école primaire près de chez nous, ou même entre citoyens, citoyennes. On peut devenir membre d'un organisme sans devoir nécessairement s'y impliquer. Oui, il y a cette idée de consommation, de choix de consommation. Je le compare de façon concrète à jardiner soi-même sur son balcon. Donc, c'est vraiment quelque chose d'individuel, mais qui peut avoir une portée, comme on l'a vu
avec le temps. Dans notre relation, quand on entre en relation avec les autres, quand on se met à parler au nous, là, peut-être qu'on décide de devenir bénévole. Peut-être qu'il y a un engagement un peu plus à long terme, comme devenir administrateur sur un CA, etc. Donc, je compare ça à l'idée de jardiner en communauté, d'avoir une parcelle. Donc, ça reste notre parcelle individuelle, mais on est sur un lot communautaire. Puis ensuite, quand on veut vraiment, quand nos actions font boule de neige et viennent avoir un impact euh, avec cette vision plus globale, si on veut, c'est là où les changements politiques peuvent arriver, où on peut avoir un impact du nombre. L'effet de masse vient porter un poids qui devient à un certain moment impossible d'ignorer au niveau des structures politiques puis des changements de cadre et de réglementation qui peuvent avoir lieu. Le glanage, comme on a parlé tantôt, Jessica, les paniers solidaires, tout ça, c'est pour moi des initiatives qui sont tournées vers les autres de façon très globale. Donc, je voulais remercier aujourd'hui particulièrement en cette semaine d'action bénévole, tous les citoyens et citoyennes bénévoles qui sont en action en ce moment même pour les différents projets à Saint-Adolphe. C'est vraiment, en fait, c'est fondamental pour ce projet-ci qui est porté par la coopérative et ses membres et ses citoyens et citoyennes qui continuent à s'engager. Et puis, je le vois avec le temps, ça prend vraiment une ampleur. Puis, donc, je vous partage cette initiative-là aujourd'hui, mais je suis certaine que vous pouvez en trouver d'autres aussi près de chez vous. Et puis, je vous encourage à trouver votre place parmi toutes ces idées. Merci beaucoup. Nathalie, merci beaucoup. Ton travail vraiment très proche des citoyens, citoyennes te donne une perspective assez unique sur le rôle structurant de soutien, tu sais, de participation qu'ils et elles peuvent avoir. Et j'aime bien cette manière aussi de présenter là, les différentes échelles où ça se manifeste. Tu sais, clairement, on a suffisamment d'options pour agir selon nos capacités, nos envies, nos ressources. Alors, merci pour ta perspective. D'ailleurs, je prends le temps pour vous rappeler que vous pouvez en tout temps là, ajouter vos questions dans le chat pour nos invités pour la période de foire aux questions. Notre prochaine invité, Christelle Fournier, va nous exposer un sujet d'actualité qui fait un peu écho à l'intervention de Jessica. On revient au milieu agricole et on approfondit un peu les propos de Nathalie pour plonger encore plus dans ce lien, dans le lien à ceux et celles qui nous nourrissent aussi avec le concept de la ferme communautaire. Donc, Christelle, elle est fondatrice et directrice de l'organisation Fertile et accompagne l'émergence de la ferme communautaire Les Bontés de la Vallée depuis mars 2023. Si vous n'avez pas lu la lettre ouverte de François Mélina, allez la retrouver sur Facebook, c'est incroyable. Elle s'engage à faciliter les rencontres, offrir de la structure, de la stratégie, des outils, afin que ce nouveau modèle puisse vraiment se déployer et déployer ses ailes et émerger. Donc, Christelle, dis-nous, quel est ce modèle et où se situent les citoyens dedans? Et aussi, comment est-ce que la ferme Les Bontés de la Vallée est passée d'une ferme de 400 paniers de légumes par année à une ferme soutenue par la communauté avec 260 foyers parties prenantes? Dis-nous. Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Je vais tout simplement commencer par partager mon écran. Voilà. Donc voilà, je voulais vous parler aujourd'hui. Vivre en ville m'a invité à parler de la ferme régénératrice soutenue par la communauté parce qu'en effet, elle a les deux titres en réalité. Et je remercie Nathalie qui est passée juste avant, qui a fait ce jeu du jeu des autres et dans le monde. En fait, là, on s'inscrit clairement dans le monde. En tout cas, c'est la volonté. Donc aujourd'hui, je parle avec la double casquette, à la fois directrice de Fertile et aussi membre de Noyau des Bontés de la Vallée. En fait, pour faire une toute petite description très rapide, je pense que c'est important. Je suis écoféministe et je suis aussi une ancienne maraîchère. Ça fait que, on va dire que je comprends un petit peu ces réalités. Et puis mes liens d'intérêt avec la ferme des Bontés de la Vallée, c'est que au début, j'ai commencé en tant que bénévole du groupe Noyau et l'idée, c'était
de m'impliquer davantage. Et finalement, j'ai offert du mécénat de compétences pour co-créer ce nouveau modèle socio-économique et sa mise en place. Et puis, on a lié tout ça finalement avec un accord de réciprocité. Voilà, c'est juste pour faire venir rentrer un peu de vocabulaire. Pour commencer, je suis un petit peu obligée. Fertile est une entreprise qui fait de l'accompagnement permaculture. Et à ce titre-là, je vais très, très rapidement parler de la permaculture. La permaculture, on imagine souvent un jardin comme on peut voir sur la photo. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas que ça. C'est une philosophie appliquée qui propose de prendre soin de l'humain, partager équitablement et prendre soin de la terre. Donc, en fait, on voit qu'on a vraiment l'ensemble des sphères et donc l'implication citoyenne, la gouvernance partagée font partie prenante à 100% de projets en permaculture. Donc, vraiment, pour vous parler de la ferme des Bontés de la Vallée, donc je vous présente François et Mélina, hein, et là, ce sont nos deux fermiers et fermières qui sont les protagonistes aussi du film Humus, si vous l'avez vu. Ce film, en fait, met en lumière cette ferme régénératrice. Ça fait quand même 17 ans qu'ils cultivent. Et puis, justement, il y a à peu près, c'est ça, en janvier 2023, ils ont fait une lettre ouverte pour dire bah, cette ferme est merveilleuse, géniale, tout le monde nous aime, mais nous, on ne vit pas. Donc voilà, ils fournissaient des paniers à Montréal. Donc en plus, quand on regarde un petit peu la question des salaires, eux étaient à moins de 20 000 par an, travaillaient à peu près 80 heures semaine, voilà, pendant que les personnes qui prenaient les paniers font partie, pas toutes bien sûr, mais des classes un petit peu supérieures du Québec. Donc en fait, il y a une espèce d'inéquité, et puis c'est pas forcément par manque de volonté de ces personnes-là, c'est juste notre système qui propose ça. Donc, la vision qu'ils ont sortie, alors c'est juste un morceau de la vision, mais je voulais quand même la lire. Et si on se donnait une vision en tant que communauté, en tant que société, un projet commun en totalisant une direction pour guider nos gestes et nos choix, donner du sens à nos vies, nos projeter en avant pour avancer fiers et droites. Voilà. Donc ça, c'est leur proposition voilà, quand on parlait de leadership tantôt, on voit qu'ils ont été moteurs de ça. De cette lettre a suivi un groupe noyau. Donc ça, c'est le groupe noyau de 2023, que des personnes bénévoles. Pour un grand nombre, ce sont des personnes qui prenaient déjà les paniers. Donc on voit qu'il y a une transformation. On est mangeur de légumes et puis on devient acteur de cette ferme qui nous tient à cœur. Donc il y a pour la majorité de ces membres, c'est un lien affectif qu'on peut retrouver. Mais pour toutes et tous, parce qu'on est quelques-uns à être venus d'ailleurs, il y a aussi l'ensemble de contribuer à un projet sociétal, une proposition en fait. Donc voilà. On s'est posé la question, puis là vous retrouvez un peu les 3 sphères de la permaculture justement. En gros, aujourd'hui, les foyers, en fait cette proposition, elle était de dire, il y avait des gens qui achètent des paniers, et aujourd'hui il y a des foyers qui vont pas juste acheter des paniers de légumes et de fruits biologiques, ils vont contribuer à faire que tout ça existe en même temps. Donc l'idée, c'est vu que c'est une ferme régénératrice, quand on achète les légumes, quand on contribue financièrement, on contribue à la régénération des sols, on contribue à la préservation de la biodiversité, à la préservation de l'eau douce, à la santé de l'environnement et humaine, à l'agrobiodiversité aussi, l'adaptation génétique des plantes, voilà, parce qu'ils en font aussi, à des fruits et légumes biologiques évidemment, et puis à une vie décente pour les fermiers. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et puis également à l'accès à la ferme, parce que maintenant, ces foyers membres peuvent aller à la ferme chaque vendredi, et puis il y aura aussi des corvées festives, à une équité et à une abordabilité, parce que je vais vous expliquer un tout petit peu le système économique ensuite, et puis à une abondance, parce qu'il n'y a plus de panier. Donc on est complètement sur une autre proposition en fait. Donc finalement, devenir un membre au foyer de la ferme communautaire, c'est concrètement contribuer à l'ensemble des enjeux environnementaux, sociaux et alimentaires. Un petit peu tout en même temps.
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'idée, c'était de se dire, on se fait un financement viable pour les fermiers. Alors, le viable, c'est actuellement, ils vont se payer 30 000 $ chacun par année, ce qui n'est pas non plus fou, mais ça a été une discussion pendant des semaines avant qu'ils acceptent au moins ce salaire-là, parce qu'ils étaient prêts encore à être plus bas. Et on a fait venir 2 nouvelles personnes pour baisser en termes de temps aussi, parce qu'il y a cette idée de qualitatif de temps. C'est bien beau de faire 30 000, mais ça serait bien de ne pas faire aussi 80 heures semaine. Donc, on essaye de compenser. Donc, on s'est rendu compte que quand on fait le calcul, il nous fallait 295 000 $ pour nourrir environ 250 foyers. Et en gros, la proposition, ça a été, on ne produit pas tant qu'on n'obtient pas ce chiffre. Donc en gros, il y a eu pendant 5 semaines comme un chapeau virtuel qui a tourné. Chaque foyer pouvait donner la somme qu'il voulait. On ne sait pas. C'est là où on rentre dans une espèce d'équité. Certains ont peut-être donné 10 $, d'autres en ont peut-être donné 10 000. Seuls Mélina et François sont au courant des sommes qui ont été promises. Donc, ça permet aussi une abordabilité. Quelqu'un qui n'a pas les moyens peut, via une espèce de mutualisation, sans qu'il soit non plus montré du doigt. On ne sait pas qui est cette personne qui n'avait pas les moyens. Et puis, ça a fonctionné. En 5 semaines, eh ben, on a eu la promesse de 296 000 $ et pour 260 foyers. En fait, chacun disait à peu près si c'était des grosses familles ou pas. Et en fait, on pouvait supporter 260 foyers de production. Voilà. Donc, c'est un changement de paradigme total pour avoir un salaire décent pour les fermiers, pour ces foyers qui se sont dit, ben, on va essayer et on va devenir un peu ces membres-là. Et puis, on a été face à des limites, c'est-à-dire une limite territoriale, tout simplement. Il y a des points de chute. Dans ces points de chute-là, eh ben, ils sont physiquement quelque part. Donc, il y en a 3 à Montréal. C'est sûr que si on vient de la Mauricie, justement, ben, on ne peut pas contribuer. On peut contribuer intellectuellement, on peut pourquoi pas faire un don, mais concrètement, on ne peut pas vraiment devenir un vrai membre foyer avec ses légumes à la fin. Pour certains foyers, ils pensaient avoir une limite financière parce qu'en fait, ça a été beaucoup de gens se sont beaucoup posé de questions sur sur le fait qu'ils pouvaient donner ce qu'ils voulaient en fait financièrement. Et puis donc il a fallu éduquer, dire si, c'est vrai, vous donnez ce que vous voulez. Par contre, si on n'atteint pas la somme finale, on ne pourra pas produire. Et puis il n'y a plus de panier. Ça aussi, c'est une révolution, c'est que sur chaque point de chute, il va y avoir une équipe de foyer qui va s'auto-gérer. Alors c'est là où je vais encore accompagner un petit peu tout ça. Et chacun va prendre la quantité qu'il veut. On aura des indicateurs couleurs, etc. Donc c'est fini, on perd plus de temps à faire des paniers, on perd plus de temps à se dire bah, moi je voulais moins de zucchini cette fois-ci ou j'en voulais plus la prochaine fois. On perd plus de temps à se dire bah, non mais cette semaine finalement je pars en vacances donc je prendrai pas de panier. C'est pas grave. Les légumes qui sont là sont à distribuer pour toutes et tous. Donc bon, il y a une petite stratégie derrière hein, évidemment, mais c'est juste pour vous dire, on est dans le changement de paradigme total. Cette année, c'est une année de projet pilote. On l'a annoncé, là, vous voyez la magnifique ferme, je vous invite à venir. Donc, on va apprendre ensemble à faire communauté. C'est nouveau, on ne sait pas faire, on apprend ensemble. Donc, voilà, il y a cette idée de point de chute autogéré. On va voir comment ça se passe. Moi, j'ai mes petites idées, on en a parlé avec le groupe Noyau. On va voir si c'est viable et si tout le monde est OK. La disparition des paniers, c'est aussi gérer l'abondance. Il va y avoir des moments où on va avoir beaucoup trop de légumes et d'autres moments où peut-être il y aura à se prendre soin, les premières tomates, etc. Et puis l'idée aussi, c'est de faire venir les gens. La ferme communautaire, c'est pas juste avoir des légumes. En plus, on ne devient plus seulement mangeur et mangeuse, on devient membre d'une ferme. Donc voilà. En gros, il va y avoir des enjeux de pérennité, on le sait. Le par et pour le côté éco-citoyen, c'est toujours la question de qui porte la pénibilité de la décision. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir comme enjeux qui vont arriver dans l'année, d'ici 2025. Avoir une transparence sur les liens d'intérêt. C'est pas la même chose quand quelqu'un a beaucoup de temps parce qu'il est rentier et qui peut venir donner du temps à la ferme ou au point de chute que quelqu'un qui est peut-être dans le cliché, la mère monoparentale immigrante qui n'a pas de temps et qui a 3 jobs. On va devoir parler de gouvernance horizontale, se poser la question de laquelle. On a une volonté
de devenir une ferme communautaire avec un vrai statut juridique derrière. Donc, voilà, il va falloir se poser cette question. Et puis, voilà, il y a toujours des enjeux sur qui est payé pour venir, qui ne l'est pas. Par exemple, moi, actuellement, je vais être payée pour venir. C'est pas la même chose. Je dois me mettre au service des personnes qui viennent bénévolement. Donc voilà, c'est un peu tous ces enjeux futurs qui vont venir. Je me suis permise de mettre en lumière notre ville permaculturelle qui a été coécrit par 11 expertes, dont moi, et qui est portée par Fertile et qui parle en fait de gouvernance partagée et de tous ces enjeux d'éco-citoyenneté, en tout cas de nos expertises personnelles. Juste une petite parenthèse rapidement. Les Bontés de la Vallée sont actuellement en train de chercher un co-gestionnaire. Je vous ai dit, il fallait 2 personnes. On a trouvé une magnifique personne. Il en manque une deuxième. Donc, si vous connaissez quelqu'un, si vous avez envie de contribuer, voilà. Et puis, on s'est aussi rendu compte qu'on a encore la possibilité d'accueillir une dizaine de foyers membres. Donc, c'est la même chose. Ce n'est pas une obligation. Nous, de toute façon, on y va. Mais voilà, c'est une possibilité. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, je pense que j'ai à peu près été dans le 10 minutes. Merci. Merci beaucoup, Christelle, pour cet aperçu d'un nouveau concept qui retourne aux sources là, de l'agriculture soutenue par la communauté, qui réunit en même temps toutes les formes d'implication que peut avoir une communauté dans l'agriculture. Puis quand la communauté, c'est-à-dire bon, les foyers, les citoyens, citoyennes, partagent la charge mentale de la production, hein, qui peut être une énorme source d'épuisement pour les fermiers et fermières, ça peut avoir de grandes retombées pour la ferme. Donc, ça vient Tout avec à fait. son lot de verrouillage, de questionnement, mais c'est inspirant, puis vraiment, là, on leur souhaite beaucoup de succès cette année. Merci. Euh, ben plaisir. On va passer maintenant à notre quatrième invité, Jean-Claude Moubarak, père de 3 enfants. Ben, Jean-Claude, il est anthropologue de formation, professeur et chercheur agréé, engagé en nutrition à l'Université de Montréal. Il est donc aussi membre du Conseil du système alimentaire montréalais, qui est une forme de gouvernance alimentaire pour la région de Montréal depuis 2020 et co-animateur depuis janvier, si je ne me trompe pas, de l'émission La Révolution alimentaire est en ondes à la radio CISM, que je vous recommande d'écouter. Avec Jean-Claude, on va approfondir la réflexion sur cette diversité là, de gestes citoyens. Alors, Jean-Claude, qu'est-ce qui les lie, toutes ces possibilités d'action selon toi? Comment est-ce qu'elles contribuent à une reprise de pouvoir par les citoyens et citoyennes? Un Hmm, petit peu. Parfait. Merci beaucoup. D'ailleurs, je voudrais remercier les organisateurs de l'invitation. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'écouter les présentations. Et oui, je vois des liens concrets entre tous nos sujets. Moi, je vais vous parler de comment on peut poser un acte, un geste de résistance et de revendication alimentaire depuis la cuisine jusqu'aux urnes. Donc, voilà, je suis donc professeur au département de nutrition depuis plusieurs années et j'essaie également à travers mes recherches d'avoir un impact là, sur la société, sur la transformation des systèmes alimentaires. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais vous partager la vision de l'alimentation que j'utilise dans mes recherches. Et celle-ci est illustrée, j'ai une collègue psychiatre en Australie qui aime dessiner et elle a illustré donc cette vision. En fait, pour moi, l'alimentation humaine, c'est le médium parfait par lequel on rentre en relation avec le monde interne qui nous habite, soit le microbiote, et le monde externe que nous habitons, la planète. Actuellement, nos relations avec ces mondes sont conflictuelles alors que nous consommons des produits qui sont toxiques pour notre corps et qui sont toxiques pour ces mondes également. Notre devoir, c'est de créer des systèmes alimentaires dans lesquels notre relation avec ces habitants-là, que ce soit les microbes, les plantes et les animaux, soit davantage harmonieuse via des relations équilibrées. Euh, et cet état de symbiose va favoriser, selon moi, tant la santé humaine que la santé planétaire. Or, présentement, dans notre système actuel, euh, les problèmes de malnutrition, tant l'insécurité alimentaire que les problèmes d'obésité, de maladies chroniques, bien, sont les effets prévus, en fait, les conséquences tout à fait logiques de systèmes alimentaires industriels dans lesquels les relations humaines sont négligées
au détriment des profits. Donc, on peut penser à la révolte des agriculteurs en France et qui est arrivée chez nous également au Québec. Dans le fond, le cœur du discours, c'est que les fermiers, les agriculteurs sont complètement oubliés dans les politiques publiques, dans les programmes gouvernementaux. Nous avons fait une recherche récemment à l'Université de Montréal auprès d'agriculteurs au Québec et en Ontario. Et les entrevues nous montrent vraiment avec grand désarroi que leur voix n'est pas entendue. C'est comme si notre système donc, mettait l'accent vraiment sur le profit et ce faisant va nous réduire à des rôles de consommateurs. Hein, on est tout le temps pressé de manger rapidement, de ne pas trop passer du temps à préparer, à cuisiner les aliments. Et ce rôle de consommateur nourrit le capitalisme, mais détruit notre santé et, comme je vais essayer de le démontrer, également des impacts importants sur l'économie et sur la société dans son ensemble. Donc, comment on peut, et dans ce système-là, la malnutrition, elle est normalisée. C'est tout à fait normal au Québec qu'on ait autant de dépanneurs dans les quartiers dans lesquels il y a une grande offre de produits malsains. Il est tout à fait normal au Québec que dans les écoles, les élèves apportent des collations très sucrées et très salées. Il est normal au Québec également, à Montréal, de voir des personnes dans la rue, dormir dans la rue. Et ceci est encouragé par notre société. Donc, il y a un livre là-dessus qui s'appelle The Myth of Normal, qui est très intéressant et qui nous explique que, dans le fond, tous ces problèmes de société sont construits par notre société et tant que on les conçoit comme des situations normales, eh bien, le statu quo va rester. Comment on peut résister à cette industrialisation de notre alimentation? Eh bien, j'aimerais donc faire un pont avec une série de conférences que j'ai offert avec le regroupement des cuisines collectives du Québec en 2016. Donc, c'était dans le cadre des 25 ans du regroupement et on a donc développé une conférence qui s'appelait « À la défense de la cuisine ». Et le but de la tournée à travers le Québec, c'était d'expliquer l'importance de cette activité qu'est la cuisine pour défendre notre alimentation. Et dans la présentation, je mettais en lumière le fait que, dans le fond, notre système alimentaire actuel ne valorise pas suffisamment la cuisine, ne valorise pas le temps et l'énergie que mettent les personnes, et surtout les femmes à l'heure actuelle, dans cette activité qui est vue comme une activité anodine, parfois inimportante, et qui a été remplacée souvent par l'avenue de produits ultra transformés dans nos épiceries. Donc, pour moi, la cuisine est un acte de défense, un acte d'autodétermination et de revendication d'une autonomie alimentaire dans un système qui nous réduit au titre de consommateurs et qui nous encourage à ne pas prendre ni le temps ni l'énergie pour préparer ces aliments, ne serait-ce que partager les aliments avec nos amis, avec la famille. Et pour moi, la cuisine, c'est vraiment un acte de résistance et on peut le voir à travers plusieurs mouvements, comme le mouvement Slow Food de Carlos Petrini en Italie ou le mouvement pour la souveraineté alimentaire en Europe. Ce sont des mouvements qui remettent en question pas seulement la qualité des aliments que l'on trouve dans nos épiceries, mais également les conditions de travail dans la production industrielle des aliments, les conditions des animaux, mais également les conditions des travailleurs. On peut penser aux agriculteurs, je le répète, qui dans notre système sont délaissés, dénigrés, alors qu'ils sont vraiment la base de notre système alimentaire. Donc, ce n'est pas seulement une critique de la qualité des aliments, mais également de notre rapport à la nourriture. Et lorsque l'on cuisine, on affirme, on se réapproprie cette décision du choix des ingrédients. Donc, on peut choisir ses ingrédients, choisir d'appuyer le producteur local, choisir des aliments moins transformés qui auront un impact moins dommageable sur la santé de la planète. On peut également, lorsque l'on cuisine, développer son savoir culinaire et le partager avec les autres. Pour moi, la cuisine, c'est un acte d'amour, c'est un acte de compassion qui est très important dans un système
où la compétitivité, le profit est mis comme valeur première. Donc, pour moi, la cuisine, c'est une façon de se rapprocher des aliments, de pouvoir supporter davantage la production locale, mais également, c'est une façon d'entrer en relation avec les autres, que ce soit nos enfants, nos voisins. La cuisine et le partage des traditions culinaires est une excellente façon de favoriser le respect entre communautés culturelles. Et en France, la diète méditerranéenne, la diète française sont des mouvements de résistance contre l'invasion de produits ultra transformés qui, au fil du temps, font en sorte que les goûts se ressemblent. À force de manger des produits ultra transformés, on mange beaucoup de sucre, de gras et de sel, de maïs, de blé. Et lorsque l'on cuisine, on peut mettre en scène davantage de diversité alimentaire. Également, lorsque l'on cuisine et que l'on choisit des aliments frais, on a un impact important sur le revenu des agriculteurs. Donc, ici, j'aimerais partager une étude que l'on a faite avec la Fondation des maladies du cœur, dans laquelle on s'est demandé quel est l'impact des dépenses faites par les citoyens sur le revenu des fermiers. Donc, on a pu estimer, à partir de données provenant de Statistique Canada, que lorsque le citoyen dépense 1 $ en pommes de terre fraîches, eh bien, il y a 21 sous qui revient au fermier. Mais lorsque le citoyen achète 1 $ en biscuits ou en craquelins ou en pommes de terre frites, eh bien, le fermier va toucher que 2 sous. Hein. Le 19 sous qui manque va à l'industrie de la transformation qui a ajouté une valeur au produit. À même titre, les fruits et les légumes également, on observe la même chose. Lorsqu'on achète des légumes frais, pour chaque dollar dépensé, il y a 13 sous qui revient au fermier versus 1 sou seulement lorsqu'on achète des jus de fruits et de légumes. Et donc, c'est-à-dire que lorsqu'on achète des aliments frais et que l'on les cuisine, on a un impact positif sur notre santé, mais également un impact sur le revenu des fermiers. Et je crois que ce lien entre le choix alimentaire et le revenu des fermiers doit être fait parce que notre système mise beaucoup sur la déconnexion, sur la séparation des acteurs, sur le fait que chacun va revendiquer des intérêts particuliers, alors qu'on aurait avantage à connecter nos combats ici entre le fermier et le mangeur qui veut bien s'alimenter. Et on peut rajouter simplement que plus les aliments sont transformés, plus l'impact sur l'environnement est important, plus il y a d'eau et d'énergie qui sont générés. Et donc, la cuisine et le choix d'aliments sains peut vraiment avoir un impact sur le revenu des agriculteurs. Maintenant, la cuisine n'est pas un acte qui est simple à effectuer et je suis très conscient qu'aujourd'hui, on a des enjeux d'équité de genre et d'équité sociale pour faire en sorte que tout le monde puisse cuisiner à tous les jours. Donc, d'abord, c'est important que tout le monde soit impliqué dans la préparation et dans la cuisine, tant les hommes que les femmes, d'impliquer les enfants et d'essayer de partager, de communiquer, de parler de la cuisine pour en faire une sorte d'intérêt collectif. Nous, en tant que citoyens, on a le rôle de développer les recettes, les pratiques culinaires, mais également les normes sociales reliées à l'alimentation. Il faut qu'on puisse contaminer tout le monde à aimer et s'intéresser à la cuisine, même si les gens ne vont pas cuisiner à la maison. Et ça m'amène au deuxième point. Tout le monde ne peut pas cuisiner au même titre à tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a besoin de réfléchir à comment on peut cuisiner collectivement. Comment notre société peut s'organiser pour fournir des repas cuisinés dans les hôpitaux, dans les écoles, sur les lieux de travail. Il faut qu'on puisse se payer cette cuisine saine à partir d'aliments frais pour avoir un meilleur impact sur la santé, l'environnement et les revenus des agriculteurs. Et ça m'amène à discuter des politiques publiques parce que je crois qu'il faut parler d'alimentation dans les campagnes politiques au Québec et au Canada. C'est un sujet qui est trop souvent ignoré. Donc, je crois vraiment que le citoyen, la citoyenne doivent amener ce sujet-là devant les urnes et demander aux politiciens de développer des politiques publiques pour créer des environnements sains et durables,
pour faire en sorte que le prix des aliments sains soit accessible, pour faire en sorte que les aliments les plus publicisés à la télévision et dans les médias sociaux soient des aliments sains et écologiques. Je vais donner juste un exemple ici d'incohérence ou d'injustice dans notre système qui passe complètement sous la loupe parce que nous, en tant que citoyens, on n'est pas engagés donc en alimentation dans les campagnes politiques. Vous savez qu'au Québec, les compagnies vont payer un quart de sous le mètre cube pour prélever de l'eau au Québec. L'eau, elle est presque gratuite. Alors qu'au Danemark, c'est 12,58 le mètre cube. Pourquoi au Québec, l'eau est si peu coûteuse à prélever et par les embouteilleurs? On est en train de se faire voler notre eau. Et je me rappelle, la dernière personne qui a parlé de cet enjeu-là, c'était Manon Mancé à l'avant-dernière campagne électorale du gouvernement du Québec. Et ça, je pense que c'est une opportunité manquée. Alors qu'on parle de plus en plus de pénurie d'eau et qu'on a un grand problème de consommation de boissons sucrées au Québec, on doit exiger de nos gouvernements de taxer davantage l'eau qui est prélevée parce que c'est presque un crime de voir ce prix payé. Donc, voilà, je conclue en disant que j'aimerais voir davantage de discussions sur les politiques publiques alimentaires dans les campagnes électorales. On doit amener ce sujet au conseil municipal, on doit amener ce sujet dans nos écoles pour qu'une réflexion sociale s'amorce sur comment on peut à la fois réduire le risque et promouvoir la santé dans nos systèmes alimentaires. Et ça, on a besoin de le faire avec synergie et cohérence. Je donne juste un exemple en terminant. On a un programme au Québec qui met en avant les aliments locaux, hein, c'est le programme Aliments du Québec. Mais ce programme-là est problématique puisque la moitié des aliments du Québec sont des aliments ultra transformés qui sont mauvais pour la santé. Donc, en terminant, transformer le système alimentaire, c'est un projet politique. Ça nécessite l'engagement de tous les acteurs et nécessairement, ce que je dis aujourd'hui, met en scène une confrontation d'idées et de valeurs. Si on veut moins de compétition et plus de solidarité dans nos politiques publiques, ça va confronter certains intérêts privés, mais je crois que la nourriture doit être considérée comme un bien commun et non comme une marchandise et qu'il faut recentrer le système autour des êtres humains et en respectant la nature. Donc, je vous remercie beaucoup et si vous voulez vous engager, je vous invite à contacter le collectif Vital, qui est anciennement la Coalition Poids. C'est un collectif qui a comme mission de développer le plaidoyer pour les politiques publiques en alimentation auprès de notre gouvernement. Donc, je vous remercie et je suis donc ouvert pour la période de questions. Aliment comme un bien commun, c'est un concept fascinant. Merci beaucoup, Jean-Claude, de l'avoir mentionné. Le geste de résistance que tu décris, c'est un rappel comme d'une dimension un peu cachée, additionnelle, mais très importante, qui est cachée derrière l'aspect très économique de notre comportement alimentaire. On le réduit souvent à ça. La revendication politique, je ferai une parenthèse, c'est un aspect très primordial là, du geste citoyen dans une démocratie. D'ailleurs, Vivre en ville est membre signataire de la nouvelle Alliance Salutaire, qui est une coalition d'organisations là, issues du milieu agricole, environnemental et de l'aménagement en faveur de la protection des terres agricoles au Québec, avec le but de concrétiser des changements politiques au sein du gouvernement et des municipalités, ce qui passe fondamentalement par la sensibilisation de tous les acteurs, incluant les citoyens. Si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à naviguer à l'adresse qu'on mettra aussi dans le chat. C'est à découvrir. Je veux remercier aussi, bien sûr, tous les autres invités. Vos présentations ont permis d'avoir une compréhension étendue des possibilités et des enjeux de l'engagement. Je vous remercie pour ça. On va passer à une période de questions. On en a quelques-unes. Vous pouvez encore utiliser l'outil de discussion Zoom pour nous adresser des questions par écrit. Je vais en prendre une qui est ressortie il y a quelques minutes que je trouve pas mal intéressante. Question, comme l'alimentation est souvent associée aux femmes, les forces à la base du changement sont souvent majoritairement des femmes.
Est-ce que vous observez cette tendance dans vos projets respectifs? Est-ce qu'il y a des pistes pour accroître l'intérêt et l'implication des hommes dans les actions alimentaires citoyennes? Vu que c'est une question à toutes et tous, je vais peut-être vous donner chacune parole comme vous voulez. On pourrait peut-être voir, Jessica, si tu as un mot à dire là-dessus. Oui, en effet, nous, dans le fond, on fonctionne beaucoup avec des clients ciblés pour connaître davantage à qui on s'adresse. Donc, avant toute chose, je pense de sonder un peu la population, puis d'aller vers les hommes, les regroupements d'hommes, les associations, voir comment on pourrait offrir un produit ou un service qui serait intéressant pour eux. Puis souvent, on essaie de passer par la femme pour avoir l'homme, là, dans le sens où amener votre conjoint, amener votre frère, amener votre garçon pour essayer d'augmenter la participation des hommes dans nos activités. Mais on reconnaît quand même que c'est un enjeu. Puis le bilan fin ici, là, qui est produit par Moisson, fait état que souvent les hommes sont en situation de vulnérabilité, mais c'est les personnes qui vont demander moins d'aide. Fait que, on est dans cette stratégie-là d'aller documenter comment on peut davantage les rejoindre. Puis à ce moment-là, les corvées sont peut-être plus intéressantes pour les hommes. Il y a certains types d'activités qui sont plus intéressants pour les hommes, là. Je dirais ça. Merci. Excellent, merci pour ça. Nathalie, est-ce que tu vois quelque chose dans Saint-Adolphe d'Howard? Moi, ce que j'ai remarqué, en effet, c'est vraiment observable à Saint-Adolphe également. Les hommes qui s'impliquent, je dirais, sont des personnes qui, professionnellement, ont des valeurs profondes qui sont liées à ce qu'on fait. Dans le fond, que ce soit, tu sais, je pense à un enseignant à la retraite qui est biologiste, un médecin de famille qui est papa aussi, puis très engagé. Mais je pense que c'est quelque chose auquel on doit travailler vraiment de façon consciente, puis que ça va prendre du temps à ce que, oui, tu sais, dans nos foyers, dans nos maisons, les rôles changent tranquillement, mais ça commence au jeu encore, je reviendrai à ça, puis ça va percoler vers le nous éventuellement. Donc, dans les projets collectifs, on va voir aussi cette tendance-là évoluer. Mais il n'y a pas il y a pas encore d'initiatives précises qui sont faites pour viser les hommes. Puis je trouve que c'est un très bon point que je vais apporter avec plaisir. Mhm. Si je peux prendre la parole là-dessus, en fait, Fertile a clairement mis dans ses valeurs l'écoféminisme à cause de ça, en fait. Je suis écoféministe, certes, mais j'ai décidé que l'entreprise portait les valeurs écoféministes. Fertile est au féminin, nous sommes complètement en inclusif, même inversé. On commence par le féminin, point médian masculin. Parce qu'en fait, à mes yeux, on nous invisibilise énormément. Et là, je mets le nous féminin, mais la notion de bénévole. En fait, je me rends compte que la majorité des projets émergent où les personnes bénévoles sont bien des femmes. Quand le projet commence à devenir structurel, on trouve un homme qui est payé et qui va devenir le directeur, le président, le truc de je sais pas quoi. Pourquoi? Je sais pas. Je pense que c'est vraiment enfin, j'ai plein de tentatives de réponse, mais voilà. Et puis, c'est pour ça que j'ai mis en lumière le groupe Noyau. On voit bien que le seul homme, c'est le fermier qui a un intérêt direct. J'adore François, c'est pas le problème. Mais n'empêche, c'est le seul. Aujourd'hui, le groupe Noyau, c'est un peu plus ouvert. Il y a un autre homme. Euh, et puis, par contre, je suis persuadée qu'il y a plein d'experts hommes qui vont venir et qui vont nous en parler, mais pas bénévolement. Et voilà. Et en fait, c'est là que je me rends compte j'essaye vraiment, en tout cas chez Fertile, on essaye vraiment de ramener la femme en lumière, en fait, même lorsqu'elle est bénévole, parce que je ne sais pas, en tout cas, j'ai pas pour valeur d'aller chercher l'homme. J'ai pour valeur enfin, en tout cas, dans ma façon d'être citoyenne, c'est par la mise en valeur des femmes. C'est pour ça qu'on a coécrit des livres féminins. Je travaille quand même avec des hommes, hein, c'est pas. Mais je crois qu'il faut qu'on le dise haut et fort, et puis d'autant plus dans le care, dans le collectif. C'est vraiment un enjeu. C'est vraiment, vraiment un enjeu. Et peut-être arrêtons, au moment où il y a de l'argent, de mettre en poste financier les hommes, en fait. Je pense aussi qu'on a une co-responsabilité en tant que femme. Au moment où on a des choix à faire, ben, mettons des femmes à ce moment-là, puisque c'était une majorité de femmes.
c'est un peu bête, hein, mais ça peut passer aussi par des choses comme ça. Voilà. Mhm. Jean-Claude mentionne l'importance des normes sociales, alimentaires qui cadrent justement beaucoup de nos comportements et certains choix dans le déploiement de nos projets tels que tu viens de le mentionner, Christelle. À travers votre pratique, les trois, est-ce que vous avez vu une transition de normes sociales au sein d'une communauté dans les dernières années? On parle quand même de beaucoup de sensibilisation, beaucoup de projets qui ont été déployés. Qu'est-ce que vous avez vu comme changement? Moi, j'en ai réellement pas beaucoup vu. Des discours qui Mhm. changent, des hommes qui prennent une parole féministe, c'est déjà ça. Je pense qu'on commence à avoir des alliés. Mais après, en termes de care, en termes de prendre le temps d'eux, on est toujours à une inéquité qui me semble encore criante. Désolée, hein, c'est pas très... Voilà, c'est mon constat. Moi, dans mon domaine, en fait, si tu veux, je reviens sur la question du genre. C'est vrai que je suis dans un domaine toujours entouré de femmes. Donc, au département, les étudiants, c'est surtout des femmes qui vont être nutritionnistes. Et je pense qu'on a vraiment un devoir de faire pour peut-être présenter la profession et ses intérêts. Euh, je pense que nécessairement, on doit faire un effort pour que dans les écoles, on développe des manières d'intéresser autant les garçons, les filles à l'acte de cuisiner. Tu sais, puis si on y va avec l'expérience, avec le jeu, c'est intéressant pour tout le monde. Tu sais, on veut, donc, dans mon domaine, c'est ça, il y a cet enjeu-là. Euh, mais j'ai vu une évolution par rapport à euh, comment la cuisine est considérée en nutrition. Il y a 10 ans, là, si j'avais même parlé de cuisine à une directrice au département de nutrition, puis on me répondait que ce n'était pas un sujet sérieux. Aujourd'hui, je pense qu'on reconnaît l'importance de cette pratique. Puis moi, c'est ce que je veux mettre en scène, c'est qu'on la banalise. Tu sais, on la met pas suffisamment en valeur alors que c'est un acte qui est tellement important, fondamental. Donc, j'aimerais on la valorise puis on la rende plus noble, cette pratique, parce que c'est au quotidien qu'on doit la faire. Euh, Nathalie ou Jessica, quelque chose à rajouter de votre côté? Euh, de mon côté, je trouve ça intéressant, cette notion du care. Je trouve qu'elle est quand même de plus en plus présente de façon partagée entre l'homme et la femme. Je me disais justement vendredi en comité citoyen où tu sais, on avait un homme autour de la table qui était vraiment dans le care, autant dans ses propos que en tant que proche aidant à la maison. Il y a vraiment cette philosophie-là que j'aurais le goût de mettre en valeur. Puis je suis d'accord avec Jean-Claude. À l'école, justement, c'est un comité qui travaillait sur des activités éducatives pour l'école primaire, pour présenter à l'école primaire l'année prochaine. Puis là, on parlait justement de toutes les différentes approches qu'on pourrait avoir pour multiplier les façons d'approcher l'alimentation, puis la cuisine, puis le jardinage, puis comment est-ce qu'on peut utiliser le jeu, puis les présentations plus euh, habituelles, tu sais, en classe avec du contenu, puis la lecture, puis l'écriture, puis vraiment multiplier les formules pour transmettre, puis partager, puis éveiller une certaine curiosité par rapport à l'alimentation pour aller chercher le plus d'enfants possible, justement. Puis c'est en multipliant ces différentes approches-là, je pense qu'on peut peut-être parvenir aussi à toucher plein de différentes personnes, hommes, femmes, garçons, filles, etc. Moi, je rejoins Nathalie dans l'éducation. Effectivement, plus ça passe par, c'est ça, dans un bas âge, là, évidemment, pour se construire. Ben, je pense que ce qui peut aider, ce que je vois comme changement, c'est qu'on voit beaucoup
de chefs hommes tu sais, on voit les hommes cuisiner dans une posture où ils sont présents à la télé, quand ils sont présents sur des blogs, puis tout ça. C'est d'amener autant la présence de femmes, mais le changement est là. Je rejoins Christelle là-dessus aussi. On a encore beaucoup de promotion à faire, comme quoi que le cuisiner n'est pas qu'un spectacle, là, c'est un plaisir à partager ensemble. Merci pour ça. On a touché à quelques ingrédients, quelques verrouillages aussi. Euh, Est-ce que vous avez témoigné dans ce que vous avez témoigné, dans votre engagement ou celui des autres citoyens et citoyennes, des, comment dire, des facteurs clés qui permettent de contribuer à maintenir cet engagement? On a parlé de certains éléments un peu plus structurants, tels que des normes. Il peut aussi y avoir certaines structures, certains espaces de dialogue, des manières de surmonter peut-être les relations de pouvoir ou des types de leadership qui peuvent faire émerger un autre type d'engagement? Est-ce qu'il y a comme un top 5 ou même un top 1 de leviers qui vous viennent en tête? Si je peux prendre la parole. Ah, vas-y, Nathalie. Ben, j'allais dire, dans le fond, la proximité entre la sphère politique, là, dans notre cas, le conseil municipal et les citoyens, c'est primordial. Pour l'avoir vécu moi-même il y a plusieurs années, quand j'habitais encore à Montréal, on a démarré un projet de coopérative qui me fait beaucoup penser à celui, il y a plein de différences, là, mais à celui à Saint-Adolphe. Puis on n'avait pas du tout ce soutien politique-là au niveau du conseil municipal, au niveau de la municipalité, qui nous voyait comme un projet comme tout autre, alors qu'on avait plusieurs différentes choses différentes à avancer. Dans ce cas-ci, à Saint-Adolphe, il y a vraiment cette volonté-là. C'est sûr qu'il y a un frein majeur qui est la rétention du personnel dans les municipalités. Puis c'est pour ça que c'est tellement important dans ce cas-ci que ce soit une coopérative externe portée par des citoyens qui portent le projet de la communauté nourricière. Donc, c'est eux qui portent cette responsabilité-là. Puis, donc, ils composent un peu avec le fait que parfois, il y a du roulement de personnel et tout ça, mais au niveau des conseillères municipales, il y a quand même ce lien-là où la majeure partie d'entre eux restent pour au moins 4 ans. Ben, puis, donc, il y a cette longévité-là où on peut créer des relations qui viennent vraiment faciliter les actions concrètes sur le terrain. Donc, ça, je vois ça comme un levier vraiment important, une relation primordiale à entretenir dès le début. Moi, je peux peut-être juste souligner c'est dans la littérature, mais on le voit très bien au Québec, un des enjeux majeurs, le premier enjeu majeur, c'est on peut se demander si on a encore le contrôle sur nos politiques publiques. Moi, de ce que je vois, puis c'est ma perspective, les grandes corporations ont un pouvoir d'influence et de lobbying très important au sein du gouvernement et une emprise sur la science et les chercheurs qui n'est pas négligeable. Ça nous menotte dans notre capacité de changer et réformer le système alimentaire et ça nous amène dans une situation où les fermiers sont révoltés parce que leur voix n'est pas entendue. C'est d'une tristesse infinie. Et moi, ce qui m'a marqué dans mes 10 dernières années, c'est que sur le terrain, les gens se débrouillent, les gens sont créatifs, les gens ont de super belles initiatives, mais il y a comme une déconnexion avec les décideurs. Puis ça, c'est difficile pour moi de comprendre. Puis peut-être que les conseils municipaux, comme le conseil SAM, peut jouer ce rôle de pont. Je dirais qu'à part la ville de Montréal, là, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à Montréal, au niveau du gouvernement provincial et fédéral en alimentation, on est loin, loin derrière certains pays, comme la France, par exemple. Je m'excuse. Moi, si je peux parler vite fait, alors je vais revenir plus autour du citoyen, parce que je pense que ce que vous avez abordé, Nathalie et Jean-Claude, en termes de lien avec le public, le privé, etc., je pense que c'est vraiment important, donc j'appuie, disons. Ensuite, je pense quand même qu'en termes de citoyens, on a le droit aussi de reprendre notre propre pouvoir. Et c'est parfois ça qu'on oublie. Les communautés nourricières, telles que Nathalie l'accompagne, ou des fermes communautaires, en fait, finalement, c'est un travail de dire, avec ce qu'on a, avec qui on est, qu'est-ce qu'on peut faire, avec ou sans appui. Et finalement, s'autonomiser, évidemment que l'idéal, c'est de faire société,
avec, l'ensemble de la société. Mais à défaut, comment faire pour qu'on ait le minimum vital pour continuer sans, voilà, mourir dès qu'on n'a plus une subvention? Je sais que ça fait partie de l'approche, que je propose. La subvention, c'est en plus, c'est, le côté chouette de la chose. Mais si on pense avec nos ressources à nous, de base, en fait, on est quand même riche, on l'oublie parfois. Mais, on a notre voisin qui a certaines compétences. C'est vraiment flagrant dans les communautés nourricières. J'ai eu la chance aussi d'accompagner celle de Saint-Luc de Vincennes et c'est ça, en fait, le pouvoir de qui on est, c'est une richesse folle et on l'oublie parfois. Et on va l'attendre que ça vienne d'en haut, puis après on va critiquer ou il faut à tout prix un salaire aussi. Alors oui, des fois, il faut des salaires, mais des fois, on peut voilà, donc je pense qu'on l'empuissancement citoyen, être acteur, c'est être citoyen ou éco-citoyen, c'est pas juste au moment où on va voter, on peut prendre une partie de pouvoir, de décision, dès notre action, voilà, dès la racine. Merci, Christelle. On a peut-être une petite dernière minute. Jessica, si tu voulais avoir une petite intervention. Ben, je vais parler au nom du citoyen aussi, là. Dans notre mission qu'on s'est donnée à Cultive le partage, c'est d'être un acteur liant, de mettre ensemble des personnes. Puis dans les activités, il y a 2 MRC sur le territoire qui ont des activités de cuisine. Puis ce qu'on a constaté, c'est qu'au bout d'un certain temps où ces personnes-là cuisinaient ensemble, il n'y avait plus besoin de nous. Fait que ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que, hey, on a atteint notre mission d'une certaine façon. Puis je pense que c'est ça le pouvoir d'agir du citoyen. À partir du moment où tu es en contact avec ton producteur, puis que finalement, tu peux lever la main et dire, moi, je vais aller t'aider parce que j'ai quelques heures, tu n'as plus besoin d'un organisme comme le nôtre. Dans le fond, c'est que la résilience part beaucoup de l'action personnelle pour se mettre en lien avec la communauté. Puis à partir du moment où c'est ça, chacun est lié puis trouve son win-win, ben, c'est comme ça qu'on devient plus fort. Mm. Merci beaucoup pour ça. C'est malheureusement ici qu'on va devoir mettre fin à la période des questions. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Merci vraiment à toutes les personnes qui ont soumis des questions. Je veux absolument très chaleureusement remercier nos panélistes aujourd'hui, Nathalie et Jessica et Christelle et Jean-Claude pour leur temps et leur réflexion. Avant qu'on se quitte, je vous demande à répondre à 2 courtes questions qui vont apparaître dans une nouvelle fenêtre à votre écran. On est curieux de savoir comment vous avez perçu le rôle et le pouvoir d'agir du citoyen après le webinaire d'aujourd'hui. Alors, merci pour ça. Euh, je vais aussi profiter du fait qu'on est là réunis pour vous convier au prochain rendez-vous annuel de Vivre en Ville, le rendez-vous collectivité viable, qui aura lieu le 12 juin à Montréal et en virtuel et qui portera sur l'équité territoriale. Parce qu'on en a parlé aujourd'hui. À l'occasion de cette édition, l'accent sera mis sur le rôle central que jouent les milieux de vie dans la lutte contre les inéquités, en suscitant là, des réflexions sur les transformations nécessaires face aux crises sociales et climatiques. Les inscriptions sont maintenant ouvertes. L'événement sera aussi une très belle occasion, bien sûr, de créer des rapprochements entre les acteurs et les décideurs qui œuvrent à l'aménagement du territoire et les personnes et les organismes et les citoyens qui luttent quotidiennement là, contre les iniquités au sein de leur communauté. Vous pouvez vous inscrire dans le lien qu'on vous a partagé dans le chat. Et puis, bien sûr, je vais reploguer le Carrefour. Si vous avez des événements ou si cet événement vous intéresse, vous pouvez s'inscrire à l'infolettre et bien sûr, reconsulter cette programmation et ce webinaire sur Carrefour, qui est notre centre de ressources. Merci tous et toutes d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment un très agréable bel après-midi. Je vois plein de réponses au sondage, donc prenez le temps d'y répondre. Et merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là avec nous. Merci tout le monde.